il avait décidé de nous accuser d'attroupement illégal. C'est une infraction au Code criminel canadien prévue à l'article 63 du Code criminel canadien. Donc, à cette époque-là, les policiers, quand ils faisaient des arrestations de masse, c'était pas des tickets. C'était des accusations criminelles. La plupart du temps, c'était attroupement illégal qu'ils donnaient. Et donc, la procédure était très, très longue et très laborieuse parce que les policiers voulaient emmener tous les manifestants au poste de police et ensuite les libérer, bon, un à tour de rôle et ainsi de suite. Donc, tout ce rituel-là a duré pas moins de 5 heures de temps. Alors, imaginez ça comme du monde qui se font comme grêler dessus puis qui restent pognés là pendant 5 heures de temps. Et ensuite de ça, c'est ça. Donc, on se ramasse au centre opérationnel sud. Donc, 371 personnes dans les cellules. Je veux dire, c'était impossible. Là, si on c'était la surpopulation totale. Et les gens ont été gardés très, très, très longtemps. Même dans certains cas, les derniers qui ont été remis en liberté ont été remis en liberté le 16 mars en fin d'après-midi, le lendemain, donc pratiquement 24 heures après avoir été arrêtés. Et ensuite de ça, bon, sur les 371 personnes, il y avait 102 mineurs. Les mineurs, eux autres, n'ont pas reçu d'accusation criminelle. Une partie d'entre eux ont reçu des constats d'infraction par la poste et une autre partie, les plus chanceux, n'ont jamais reçu aucune accusation. Sinon, pour ce qui est des accusés, ça a été assez compliqué à la Cour municipale pour gérer un dossier de cette ampleur-là. Il y avait pas moins de 268, 270 personnes qui étaient accusées d'attroupement illégal à la Cour municipale. Alors, donc, ce qui s'est passé, c'est que, dans un premier temps, la Couronne a tenté de réduire le nombre d'accusés en faisant des offres. Ils ont offert aux accusés de plaider coupable à un règlement municipal prévoyant une amende de 138 $, donc pour réduire le nombre d'accusés, mais sauf que cette stratégie-là n'a pas fonctionné. Il y a eu très peu de gens, autrement dit, ça ne se bousculait pas aux portes pour reprendre cette amende-là. Donc, ça a un peu défait le jeu de la poursuite. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que le 1er mai 2003, il y a eu ce qu'on appelle une conférence préparatoire, Cour municipale de Montréal. Une conférence préparatoire, habituellement, ils font ça dans les gros procès là, de meurtres, de complots pour trafic de stupéfiants et ainsi de suite, où il y a beaucoup de témoins, où il y a beaucoup de preuves, donc pour essayer d'organiser un peu, là, faire un peu la poutine du procès. Et donc, à la Cour municipale, ils jugeaient que c'était important de faire une conférence préparatoire, sauf que la conférence préparatoire a été un désastre total, du début jusqu'à la fin. Dans un premier temps, il y avait une grosse partie des accusés qui se représentaient eux-mêmes, hein, parce que, bon, je vais ouvrir une parenthèse pour dire qu'on s'est fait refuser massivement à l'aide juridique. Les demandes d'aide juridique ont été refusées massivement par le bureau de Montréal, mais les gens qui habitaient à l'extérieur de Montréal et qui faisaient des demandes d'aide juridique pour la même accusation, le même dossier, et ainsi de suite, les bureaux de l'extérieur de Montréal, ils donnaient des mandats d'aide juridique. Alors, c'est une des incohérences qu'on a pu souligner dans cette affaire-là. Donc, je reviens donc au 1er mai 2003, conférence préparatoire présidée par le juge Jacques Ganimé. Et là, on arrive là et le juge nous empêche, nous les accusés non représentés par avocat, donc aucun avocat ne peut parler pour nous, le juge Ganimé nous empêche, les accusés, de rentrer dans la salle d'audience. Alors, puis à l'époque, bon, il y avait comme une douzaine d'avocats et ainsi de suite. Et le juge Ganimé, lui, avait déjà son idée toute faite par rapport à comment on va gérer ça, ces procès-là du 15 mars 2002. Le juge Ganimé, comme lui, est arrivé là et il a dit, bon, là, c'est beaucoup de travail pour les juges, ça, là. Fait que là, on va mettre les accusés ensemble, on va faire des groupes d'accusés de gros maximum 10 accusés par groupe. Ce qui a fait en sorte qu'à la fin de la journée, on s'est retrouvé avec pas moins de 28 procès d'attroupement illégal pour la même manifestation. Et ça s'est tellement mal passé la conférence préparatoire qu'il y a même 2 avocats qui ont été expulsés de la salle. Un avocat qui s'est levé debout à un moment donné, puis il a dit au juge, regardez, monsieur le juge, ce que vous êtes en train de faire là, c'est parfaitement illégal. Le juge il a dit, vous êtes avocat? Oui, bon, ok, dehors. Puis un autre avocat qui s'est levé, puis il a dit, écoutez, comme vous êtes en train de mettre en place un train qui va dérailler complètement, et le juge n'a pas aimé ses propos, donc il a été expulsé également de la salle d'audience. La poursuite, la couronne était dans un véritable cauchemar, je trouvais ça épouvantable, et en quelque sorte, pour plusieurs d'entre nous,
on voyait on avait la forte impression que la magistrature, donc les juges, envoyaient un message à la police et à la poursuite, comme quoi que là, écoutez, vous allez vous calmer un peu le pompon avec vos arrestations de masse. Là, nous autres, les juges, on se ramasse avec des centaines de dossiers. Là, ça fonctionne pas, ça. Et effectivement, donc, ce qui est arrivé, c'est que ça n'a pas fonctionné, la formule des 28 procès, avec pour résultat que l'année suivante, il y a eu une seconde préparatoire le 29 mars 2004, devant le même juge qu'animé. À ce moment-là, ils ont décidé de former des groupes plus grands, des groupes d'accusés plus grands, donc de 40, 50 accusés. Bref, tout ça pour dire que en bout de ligne, il y a eu 9 procès d'attroupement illégal pour la manifestation du 15 mars 2002. Moi, j'étais dans le groupe numéro 4 et le groupe numéro 1 a été acquitté en février 2004 par le juge Denis Laliberté sur une motion de non-lieu. Donc, c'est-à-dire que même pas de doute raisonnable ou quoi que ce soit, une motion de non-lieu, ça, c'est lorsque la poursuite a terminé sa preuve, la défense présente une motion de non-lieu en disant, bon, écoutez, il n'y a pas de preuve. Autrement dit, il n'y a pas de preuve dans le dossier, tout le monde doit être acquitté. Et le juge de liberté a convenu qu'effectivement, il n'y avait pas eu de preuve présentée par la police, par la poursuite, comme quoi que les gens, les accusés, étaient conscients qu'il y avait eu des méfaits, parce qu'il faut la faire, cette preuve-là, dans un procès d'attroupement illégal. Il faut faire la preuve comme quoi que les gens, ils le voient qu'il y a une vitre de casier, ils voient qu'il y a des graffitis, puis ils sont parfaitement d'accord avec ça, puis ils continuent à manifester. Donc, ils n'ont pas fait une preuve comme ça, et ça a eu le résultat que le premier groupe a été acquitté. Le second groupe, en fait, comme l'accusé, il restait un seul accusé, il a été acquitté lui-même, aussi c'était un accusé qui se représentait lui-même. Sauf que dans le cas du premier procès, l'acquittement a été porté en appel. Et pendant qu'il y a l'appel, bon, il y a les autres procès qui continuent, et ainsi de suite. Et il y a beaucoup d'accusés qui se représentaient eux-mêmes, ça je l'ai déjà dit. On a fait beaucoup de réunions continuellement à analyser la preuve, parce qu'il y avait des preuves quand même abondantes. Il y avait des cassettes, il y avait beaucoup de rapports de police et ainsi de suite. Et bon, puis des mini-cours de droit et ainsi de suite. Et c'est des procès qui avançaient à coup de 2-3 jours, donc ça avançait très, très, très lentement. Donc on faisait comme, mettons, 2 journées et demie en septembre 2004, puis ensuite de ça, ça continuait en 2005, en 2006 et ainsi de suite. Donc ça avançait vraiment au rythme du tortue, quoi. Et donc, il y a eu d'autres acquittements par la suite. Les groupes 6, 7 et 8 ont tous été acquittés en raison des délais déraisonnables. Donc, on est rendu en 2006, donc 4 ans après l'arrestation. Donc, il y a eu des requêtes en arrêt des procédures pour délais déraisonnables qui ont été présentées devant les juges. Et les juges, effectivement, ils ont dit, ben là, ça fait 37 mois là, que vous êtes accusé, puis le procès n'est toujours pas terminé. Ça n'a aucun bon sens. Donc, acquittement, donc, il y a eu environ 150 accusés qui ont été acquittés à cause des délais déraisonnables. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est que la poursuite a tiré des leçons de sa défaite du premier procès. Et donc, ce que les policiers ont fait, c'est qu'ils ont amélioré leurs preuves. Hein? Ils ont comme réalisé qu'il y a un gros trou dans notre preuve, il faut faire une preuve comme quoi que les gens encourageaient les méfaits, le vandalisme et ainsi de suite. Alors, le sergent détective Dominique Monchamp, qui était un policier en civil, qui a témoigné dans mon procès et dans 3 autres procès, donc il est arrivé avec une nouvelle version de son témoignage dans le groupe 5, et il est arrivé là puis il a dit oui, monsieur le juge, alors à chaque fois qu'il y avait un méfait, à chaque fois qu'il y avait un acte de vandalisme, la foule réagissait comme quand il y a un but au Centre Bell. Alors tous les gens comme criaient et ainsi de suite, c'était comme un mensonge, une fabrication de preuves totale, une grosse bullshit. Et ainsi de suite. Et ce qui est arrivé, c'est que c'était assez problématique le fait qu'il y avait plusieurs procès pour la même manifestation qui se déroulaient en même temps. Les juges n'aimaient pas beaucoup ça parce que ça donnait ouverture à des jugements contradictoires. Les juges détestent ça. La justice a l'air complètement folle quand ils rendent, quand ils acquittent des gens puis qu'ils trouvent coupables des gens pour le même événement. Je veux dire, la preuve était la même pour tout le monde à toute fin pratique.
Puis la preuve, c'était que la preuve de la poursuite, c'était, écoutez, vous avez été arrêté sur les lieux de la manifestation, alors c'est la preuve que vous participiez à la manifestation, donc que vous étiez coupable, et ainsi de suite. Alors c'était comme toute une grosse preuve juste pour démontrer ça à toute la pratique. Et je dois abréger cette très très longue histoire. Je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. Et voilà. Donc, ce qui est arrivé, c'est que les juges attendaient, mon juge à moi et dans d'autres procès, ils attendaient de savoir qu'est-ce qui va faire avec l'appel du premier procès. Les gens qui ont été acquittés, et qu'est-ce qui va faire alors? Tous nos procès, il y avait 3-4 procès qui étaient bloqués comme ça. Et ils ont été bloqués pendant 1 an, 2 ans, et moi-même, je pouvais taper mon procès à un moment donné, tellement que c'était rendu n'importe quoi. Et en bout de ligne, finalement, comme mon juge et les autres juges qui attendaient, ils ont décidé d'acquitter tout le monde, sans même attendre la décision de la Cour d'appel du Québec, la Cour d'appel qui est juste là d'ailleurs. Et donc, on a été acquittés sur des motions de non-lieu également. Ça a été porté en appel. Donc, on s'est retrouvé ici au Palais de justice en 2007. Et la fin donc de cette fabuleuse saga très longue du 15 mars 2002, c'est le 24 septembre 2008, lorsque la juge Sophie Pourpre de la Cour supérieure du Québec a acquitté les 68 derniers accusés. Donc, en bout de ligne, sur les 9 procès, la poursuite a perdu tous les 9 procès. Ça a été très très long, mais ça a été non-stop. On a eu une raison de se battre. Merci. Alors, merci pour ce speech et pour l'acharnement judiciaire. Le procès du 15 mars 2002, ça a changé un peu aussi la façon de faire de la répression en masse sur les manifs à Montréal. Alors maintenant, on n'a plus des accusations criminelles massives, on a des tickets. Mais une chose qui ne change pas, par exemple, c'est aussi le profilage, la répression qui est faite sur les personnes qui organisent justement ces manifestations-là, pour les personnes qui se battent pour défendre les droits des personnes qui sont victimes de brutalité policière. Pour nous parler un peu de la stigmatisation dont peuvent être victimes les organisateurs et organisatrices du COBP, j'inviterai Jennifer Bobette à nous glisser quelques mots. Allô? J'ai pas rien préparé parce que mon cerveau il est bien fucké ces temps-ci. Fait que, je fais partie du COBP. J'ai pas choisi de le dévoiler au grand public. C'est les médias de masse qui ont voulu, avec le SPVM, cracher ça à tout le monde, de mettre une grosse étiquette COBP dans la face. Et puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que je suis victime de profilage politique depuis à peu près 2 ans. C'est la vie, c'est ça qui arrive quand tu veux te battre contre la brutalité policière et puis que tu fais tout le temps des speeches, puis que tu es vraiment présente dans la rue à tous les événements, que tu es impliquée dans plein de comités. Ça fait que tu te fais directement pointer du doigt par le SPVM. Je sais pas trop quoi dire, jusque il y a beaucoup de répression policière par rapport au 15 mars. De plus en plus, depuis 2009, la répression est de plus en plus grande. Si on prend juste cette année, on n'a juste pas eu une manifestation. Les policiers ont été faire peur au voisinage alentour du rassemblement de Jean Talon. Ils ont été visiter les maisons à peu près la veille, 2 journées avant, pour dire aux personnes qui habitaient dans les appartements de surtout de ne pas sortir de leur appartement le 15 mars 2014 parce qu'il allait avoir une gang de casseurs. Fait que le SPVM, il s'amuse à créer un élément de peur, non seulement avec les personnes qui profilent, mais même avec la population en général. Et puis les médias, ils n'aident pas du tout à ça, ils font complètement de la désinformation. Moi, j'étais vraiment, comment je peux dire, j'étais satisfaite parce que moi, je me suis fait arrêter à la cour municipale le 17 juin pour intimidation sur un policier que je suis en train de poursuivre par rapport à une arrestation du 1er mai 2014. Puis moi, je refuse tout le temps des interviews aux médias de masse. Je suis pas d'accord. Ils font tout le temps de la désinformation. On avait accordé le COBP
une interview de masse pour la manifestation du 15 mars 2013. Et puis, ça avait été avec la presse. Et puis, il avait tout déformé qu'est-ce qu'on avait dit. Il avait publié qu'on était contre les cancers, etc., etc. Il avait tout désinformé. Fait que moi, ça fait comme... Moi, j'arrête de faire on fait pas d'interview avec les médias, mais là, à cause de ce qui s'est passé, le 17 juin, les médias ils ont été beaucoup sur mon cas. Pas parce que c'est moi, pas parce que c'est une accusation criminelle, c'est juste parce que pendant ce temps-là, il y avait des flics et des pompiers qui allumaient un feu juste à côté. Sans arrestation? Sans arrestation. Ils faisaient péter des fumigènes. C'était assez dégueulasse. Puis du coup, il y avait un climat qui était vraiment tendu parce qu'on était quand même 290 personnes présentes cette journée-là à la cour municipale pour justement concernant un ticket, comme quoi qu'on n'a pas donné notre itinéraire. Puis là, à côté, c'était la police en train d'allumer des feux. Donc, j'ai accepté de faire des interviews avec les médias, mais je sais que si jamais il y aurait eu ce feu-là devant l'hôtel de ville, mon histoire n'aurait jamais passé dans les médias, puis j'aurais jamais eu le support de toute la population, mais en même temps, c'est un truc qui est vraiment dur parce que moi, je vais toujours me rappeler du titre de la presse. C'était une militante contre la brutalité policière accusée pour intimidation. La première ligne, c'était Jennifer, militante du collectif opposé à la brutalité policière. Puis là, depuis ce temps-là, depuis que le SPVM puis les médias ils ont vraiment mis l'écran sur moi, c'est vraiment dur parce que je me promène dans la rue, puis le monde m'arrête, ils sont là « Ah, c'est toi la fille aussi qui s'est fait rentrer dedans! » C'est vraiment dur parce que moi, tu sais, j'essaie de passer aussi à autre chose dans ma vie, puis là, 3-4 jours, j'ai eu mon premier proforma, justement, concernant cette arrestation-là. J'ai été ramasser ma preuve. Il n'y a vraiment rien contre moi. Là. La preuve, c'est juste la déclaration du policier qui dit qu'il s'est senti en danger par rapport à moi. Il a écrit tel quel qu'il avait peur que je saute dessus et que je l'agresse. Mais c'est qui a le gun, c'est qui a la matraque, c'est qui a le poivre de Cayenne. Je fais 100 livres tout mouillé, tabarnak. Fait que tout ça, cette accusation criminelle-là, c'est juste parce que je suis en train de poursuivre le SPVM concernant mon arrestation et la brutalité que j'ai subie le 1er mai 2014. Et puis, c'est un policier, justement, qui fait partie de cette gang-là que je poursuis. Puis là, il essaye de changer la donne pour que ça soit lui qui se fasse passer pour une victime. Puis, c'est moi là, qui ai des conditions d'interdiction avec le policier qui m'a agressé il y a 2 mois. C'est complètement ridicule. Ça va pas m'empêcher de descendre dans la rue, ça c'est sûr. C'est sûr, ça donne une claque, ça donne une claque mentalement, psychologiquement, parce que le 1er mai, ils ont essayé de me casser physiquement, ils me l'ont dit tel quel, ils m'ont dit « Bobette, on va tout faire pour que tu aies des accusations criminelles, pour que tu ne puisses plus manifester. » Quand ils m'ont ramassé, le premier truc qu'ils m'ont dit, tu sais Bobette, ça fait tellement longtemps qu'on veut te pogner qu'un soir tu vas passer au cash. Ils m'ont parlé de trucs personnels de ma vie, qu'il n'y a pas grand monde qui savent. Puis que ça a été vraiment dur. Fait qu'ils ont essayé de me casser physiquement le 1er mai. J'ai eu les muscles du cou déchirés, j'ai été hospitalisée. Puis là, ils ont vu, le SPVM, que je revenais tout le temps dans les manifs, que ça m'avait pas arrêté. Donc là, ils continuent de m'harceler. Si je me pointe toute seule au centre-ville, si j'ai le malheur d'en croiser un, je vais me faire humilier, intimider, harceler par tout le temps les mêmes policiers. Et puis, c'est très dur, mais c'est une bataille que j'ai choisie. C'est la game, c'est la guerre psychologique, la guerre physique. Whatever, malheureusement, ça peut pas se jouer à 2. Je peux pas aller dans la guerre psychologique ni la guerre physique avec eux. Puis, c'est ça, là, je suis présentement en train de les poursuivre. Puis, il faut pas lâcher. Le COBP, c'est pas vrai qu'on est juste une gang de casseurs. On fait un travail de mémoire en souvenir avec les victimes tuées par la police. On donne des ateliers d'éducation populaire sur les droits. On accompagne les victimes de brutalité policière pour justement essayer d'avoir un minimum de justice face à toute cette crise de marde-là. Il faut pas lâcher, puis malheureusement,
de plus en plus, il y a moins de monde qui veulent descendre dans la rue. Il y a un climat de peur qui est instauré depuis, je dirais, une bonne année, qui est vraiment dommage. C'est un climat de peur qui a été instauré, qui fonctionne très, 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 très bien. Ils ont le plus gros bout du bâton. Qu'est-ce que je suis en train de réaliser de plus en plus, c'est que mes adversaires, ils sont de très grande taille, et puis que moi, je suis vraiment une toute petite fourmi devant eux autres, mais je suis quand même une petite fourmi, puis je suis encore là, puis je voudrais que tout le monde soit là aussi, puis il faut pas lâcher. Solidarité, Bobette! Un gros merci au comité de la job qui est faite. Je suis moins en tête drôle, je vais nous laisser le temps d'absorber ça. Le prochain arrêt, c'est le Square Victoria, où est-ce qu'il y a eu Occupy, le 99%, l'occupation, puis l'expulsion aussi du Square Victoria. Donc on va se rendre là. Si vous avez des questions, pardon? C'est la place du peuple, pardon, qui a été renommée la place du peuple. Voilà, je vous invite à marcher vers là. Si vous avez des questions, j'imagine que vous pouvez poser des questions aux gens qui viennent de faire des interventions, puis on se voit là-bas. On suit Saint-Antoine, puis on va arriver. Alors, c'était les discours de Montréal, la répressive. Une visite guidée des hauts lieux de la répression politique à Montréal. On se déplace maintenant vers la place du peuple, aussi connue comme le Square Victoria. Lieu de naissance de... Montréal! Bienvenue à la visite guidée Montréal, la répressive, lieu de perdition. Bienvenue aux touristes de Montréal. Gare à vous, votre liberté. Alors, comme je disais donc, lieu de naissance de 99 médias et de toute la mouvance Occupy, ainsi que tous les sous-groupes qui ont parti à la suite d'Occupons Montréal. Deux shout-outs en particulier de ces sous-groupes-là. Occupons Montréal en soi, qui est une organisation qui existe toujours. Et la cuisine du peuple. Ici, je ne me trompe pas, continue avec ses barbecues vegan. Ils sont présents sur Facebook si vous voulez vous a donné une petite recherche pour les trouver. Alors, rendu au coin de Saint-Laurent et Notre-Dame, on se dirige maintenant vers la place Victoria, mieux connue comme la place du peuple depuis 3 ans. On a toujours plus d'une 50aine de personnes dans ce tour guidé. Allô, allô tout le monde! Ici la visite guidée de Montréal. Montréal, vous pouvez venir, c'est gratuit. On s'amuse follement. Mais la visite guidée, c'est Montréal, la répressive. Je l'ai tout au complet avec un bon son, si tu veux récupérer. Oh. Ah oui, un sac transporté, c'est fun. Pratique quand on n'est pas live, hein? Moi, ma batterie vient de me lâcher, je n'ai pas d'autre. Moi, j'en ai encore 2 autres. J'en ai une de morte, une qui est dedans, puis j'en ai 2 autres d'espérance. Pendant 200 heures. Tout dépendant, là, 4-5. Je peux me rendre à 6 heures. Si je joue pas trop avec le Zoom, là, je peux me rendre à 6 heures. En termes de batterie, oui. Touristes
police de Montréal, vous ne savez pas quoi faire aujourd'hui, joignez-vous à Montréal la répressive, une visite guidée des lieux symboliques de la répression politique à Montréal. Nous allons alors visiter le SCRS, la place du peuple, ainsi que d'autres lieux mystiques de la répression politique à Montréal. Voilà. Moi, je pense pareil. Alors, on est maintenant rendu à la place d'Armes. Hop. Non, ça tourne pas ça, c'est les touristes qui tournent. Les arrestations de masse à caractère politique, le matraquage, l'imposition de règlements, l'infiltration, le picage de tout ça, venez découvrir un gros touriste, ces hauts lieux de répression politique à Montréal. Possible for you to call Michelle and tell her we're going to Square Victoria? Jusqu'à là. I don't know. I have her camera. She went somewhere buying something. OK, ben au pire, elle va regarder le film, elle va le savoir. Ah. Aïe, aïe. On parle des groupes qui sont infiltrés, on parle des gens qui sont battus à tous les jours, à Montréal, de manifestations de traîneaux. Là, sa caméra est présente en tabarnak! Ça calme, ça, là. C'est écœurante, là, mais... parler un peu de ce qui s'est passé. Une fois, je l'avoue, là. Gros fucker avec le teint au teint, genre. À travers le monde, nous avons l'occasion de plus de justice entre les 99% et Hey, arrête de parler avec le mic pour les chevaux, s'il te plaît! Arrête de parler avec le mic pour les chevaux! Il est loin en avant. Ils vont aussi nous parler de l'expulsion. Donc, regarde, il y en a qu'est-ce plus qui s'est beaucoup, passé à la fin de l'occupation? Déclaration chez les policiers, les autorités, donc déclaration qu'on aide à Montréal, les gens qui font des occupations, des revendications politiques en masse. Voilà. Hello. We're on Notre Dame going west towards Square Victoria. Just past the church. La place d'Armes. Yeah, the police we are close to the horse. C'est ça, Elle a juste allumé le stream, puis elle va le savoir. C'est l'odam sur cellulaire, ça. Tu peux suivre le stream sur ton cellulaire, puis elle a un petit bon cellulaire, elle, en plus. Hein? Ouais. La caméra de CUTV. C'est la même qualité, c'est de la Full HD. La qualité de l'image reste la même. C'est au niveau du codage puis de la grosseur des documents que ça fait. Regarde, rien que comme exemple. Celle-là ici va faire 1.8 gig. Ma petite Samsung va faire 1.8 gig aux 16 minutes. Elle ici, pour 12 minutes, elle me fait 4 gigs. Celle à Michel, elle, ça va être quelque chose, c'est du 35, ça veut dire c'est le 2, ça veut dire 12 minutes, là, ça va être quelque chose comme 20-25 gigs. Tu
as une caméra 58 fois plus grosse, tu as la même qualité d'image, puis tu pèses 300 fois plus. C'est ça. Je savais même pas qu'elle était là, genre elle était zippée. Tant que la qualité de l'image en soi, ça te le dit de par la pixelisation. Tu sais, c'est du Full HD, du HD Ready. Tu sais, c'est du 720p, c'est du 1080, c'est du 480. Tu sais, c'est-tu du progressif, c'est-tu du interlacé? C'est ça qui détermine ta qualité d'image. Le centre Saint-Pierre est juste ici, en ligne bien droite par en bas. C'est qui ça? Ah, OK. Il est en train de m'écrire à la craie dans le dos, je le sais. Non, PH. Ben, on va voir. Un ou l'autre. Elle écrit avec un F en tout cas. Mais officiellement, c'est le PF. Tu veux pas savoir le nom de famille de ma femme? Ouais. Chérie, c'est de la faute à Benoît. C'est moi qui ai eu l'idée du méfait. Bonjour Stéphanie! Tu restais live? Oui, ça restait live. La musique, ça marche. Non, c'est parce que c'est déjà arrivé ces niaiseries à Benoît que oui, ça lâche. Mais une fois que j'aurais aimé ça être live, c'est quand on montait au lac Mégantic. Est-ce que j'aurais aimé ça? Qu'est-ce qui se passe? T'as fait un post intelligent sur le lac Mégantic. Ben, c'était le souvenir quand même. C'est quoi? T'es influencé par la pause de 99 médias, c'est ça? Vous avez une mauvaise influence sur moi. Dans le lac Mégantic, hein? Des photos journalistes, Jacques Nadeau, un gars de la presse, j'ai pas le temps de voir c'était qui l'autre. La Gazette. Déjà, ils l'ont fait là sur le petit tableau. Alors, toujours sur la rue Notre-Dame, en direction ouest, en direction de la place du Peuple, aussi connu comme le Square Victoria, sur les ondes de 99media.org, toujours en direct de Montréal la répressive, une visite guidée des hauts lieux de la répression politique à Montréal, sur les ondes de 99media.org. Certains ont remarqué que je fais pas vraiment d'intervention en anglais aujourd'hui, dû parce que tous les discours sont faits en français et que tout ce qui est discuté principalement en français. Et aussi que j'ai un petit peu moins le ton neutre que je suis supposé d'avoir, mais ça, c'est pour aujourd'hui. Je vais retrouver tout mon professionnalisme lors des prochaines couvertures en direct. Mais aujourd'hui, ça m'interpelle juste un petit peu trop pour que je garde mon rôle de neutralité journalistique. Arrête, man, on fait du média partisan puis tu sais ben trop. Oui, non, on fait du média militant. Partisan. Militant. Partisan, non, pas partisan de... Comment je pourrais dire ça? Surtout pas les partis politiques, Calvin. Non, ça c'est clair. Comment ça tourne aux sources, pas si bon, on s'en va à la place Square Victoria. Ouais. Ah, mais c'est de ça qu'il faut descendre. Le témoignage de CPRP
avez été victime de répression, la répression, c'est de l'étouffement, de la violence, de l'empêchement de s'exprimer. Si vous avez été témoin ou la cible de répression, témoignez. Avancez! Faites la différence! On avance! On avance! Yeah! Alors, McGill, direction nord, pour arriver à la place du Peuple. Lieu de Occupons Montréal et lieu de naissance de 99media.org. La répression, moi j'aime pas ça. Ça peut... Bienvenue à la place du peuple, la place du peuple Square Victoria, en solidarité avec le mouvement Wall Street, de Occupy Wall Street. Lieu de naissance du mythique 99 Média. On laisse la place aux dépressions. Alors, on est rendu à la place du peuple, comme le disait notre collègue Alain Filtré sur le chemin. Pendant des semaines, les caméras du monde entier étaient tournées vers les militants militantes du mouvement Occupy à travers le monde. Donc ici, les indignés, les individuels en Espagne, dans quel pays encore. Et en fait, parmi parfois les militantes, les citoyennes de Occupy ont créé beaucoup de curiosité parmi les médias. Tantôt, on parlait de militants des fois qu'on sent comme des fourmis, mais là, les militants qui étaient sur la place du peuple ont créé des véritables fourmilières. Ça a été quand même, ça s'est monté quand même en peu de temps, mais ça a été tout un attirail pour réussir. Alors, arrivé à la place du Peuple. En plein cœur du quartier des Affaires de Montréal, la place, le Square Victoria est entouré du centre de commerce mondial, aussi connu comme le World Trade Center de Montréal. Power Corporation, immédiatement sur la gauche du centre de commerce mondial. La Canada Steamship Line. L'Hôtel W, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, plus loin au fond. Le siège social de la Banque nationale du Canada, la tour de la Bourse. Et pour finir, complètement au pied, le siège social de Québécois. Ah, j'oubliais la Toronto Dominion aussi, sur l'autre point, juste là. Salut, je m'appelle Paul. Je suis parmi plusieurs personnes qui sont ici, qui ont assisté à l'occupation de la place du peuple ou la place des peuples, dépendamment de mon point de vue. Là, je ne savais pas que j'allais parler de ça aujourd'hui exactement, alors je n'ai pas grand-chose préparé. Et surtout, c'est un sujet très complexe qui est arrivé aujourd'hui, alors j'espère... Eux autres, ils ont le droit! Argentine! Argentine! Alors oui, j'espère que d'autres personnes qui ont participé à ce mouvement-là ici vont se prononcer là-dessus s'ils veulent. Là, en ce qui concerne Occupons Montréal et la répression policière, il n'y a pas eu vraiment une répression policière violente suite à Occupons Montréal. Mais en ce qui concerne la répression de mouvements politiques, il y a quand même eu des choses très importantes qui ont eu lieu. Alors, je vais parler de plusieurs de ces points-là. Tout d'abord, juste pour vous rappeler de c'est quoi le mouvement Occupy, ça un peu... on trouve les liens de ce mouvement dans ce qui s'est fait dans le printemps arabe, puis le mouvement Indignados en Espagne. Puis finalement, il y a eu une occupation à Wall Street que ça a commencé à attirer de l'attention. Puis il y a eu un call-out Occupy Everywhere qui a été lancé pour le 15 octobre de cette année-là. Puis des militants ici à Montréal, moi je n'étais pas parmi ces organisateurs-là, on a organisé cette occupation de la place du peuple ici.
Et c'était quelque chose de très positif. Là. On s'en souvient, on a vraiment des belles mémoires de ce temps-là, de ces 6 semaines-là. Il y avait notre cuisine qui était juste là, que moi j'ai habité dans cette cuisine carrément pour plusieurs semaines. Mais ça a mal terminé. Non seulement parce qu'on s'est fait évincer de la place, mais aussi on a fini ça par être très divisé entre nous. Et je suis quand même content que j'aurais pas besoin de parler de ce sujet-là aujourd'hui. Alors, une chose qui était spéciale avec le mouvement Occupy au Canada, même chose aux États-Unis, c'était une des premières fois que le gouvernement a activé ces lois antiterroristes. Des lois antiterroristes qui ont été mises en place par le gouvernement de Jean Chrétien suite au false flag du 11 septembre. Puis ça a été utilisé à un certain point pour la répression d'un mouvement politique qui était pas mal non violent comme mouvement. Alors, qu'est-ce que ça a donné d'activer ces lois antiterroristes? Ben, on ne sait pas trop, vraiment. On sait qu'ils étaient activés, on ne sait pas quelles mesures concrètement ont été mises en place à cause de ça. Une chose qu'on sait, un exemple de comment ça s'est produit, oui? Monsieur, j'habite ici 22 ans, plus 14 ans, Ontario, Toronto, Mississauga, Hamilton, Niagara Falls, 47 ans. Moi, je dis, le terroriste est là. Merci. Peut-être, je sais pas. Ça se peut. Parce que la place de... Là-bas avec leur casquette rouge, les terroristes. Non, la place de naissance, c'est Koweït. J'habite 8 ans à Jordanie. J'arrive ici à peu près 29 ans. Il n'y a pas de terroristes. Tout le monde est mort. C'est Montréal ici. Il y a peut-être certaines, mais ils sont peut-être là-dedans ou là-dedans. L'autre bord, l'autre bord! Là-bas aussi, L'autre bord! No terrorists. Montréal, c'est pure black. Moi, j'habite toute la province, pays, Montréal. Merci. Connaissez-vous les buildings qui sont au bord de la rue? Connaissez les buildings qui sont là, juste les 3 qui sont là. Anyway, alors oui, loi antiterroriste. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Ben, un exemple qu'on a vu de ce que ça a donné, une des militantes qui était très impliquée ici sur la place du peuple, qui s'est jamais fait arrêter et qui est quand même une militante très non violente. Elle s'est jamais fait arrêter. Mais en 2012, elle s'est fait arrêter en Ontario pour une action politique. Puis elle a appris, quand elle s'est fait arrêter, que le policier, dans son ordinateur, dans son char, avait marqué là déjà un dossier pour elle. Et dans ce dossier, c'était écrit qu'elle était une participante à Occupons Montréal. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais fait arrêter, on se comprend, hein? Mais déjà, des policiers d'une autre province avaient des informations sur sa participation politique. C'est bizarre. INSET en action. 12 mois, personne incriminée, une journée New York. Ouais. Il n'y a pas de personne organisée ici pour organiser criminel. New York, une journée pour 1 an à Montréal. OK. 2004. Puis l'autre manifestation de cette collaboration de répression à un plus haut niveau, c'est que la plupart des occupations partout en Amérique, aux États-Unis et au Canada, se sont toutes fait évicter dans une marge de quelques jours. Effectivement, ils sont tous fait évicter à la même fois. Est-ce que c'est une coïncidence ou c'est plutôt une collaboration à un plus haut niveau de se débarrasser de tout ce mouvement-là tout d'un coup? Ça pose des questions. Puis on a vu ces lois antiterroristes qui étaient aussi activées pour le mouvement Idle No More et pour les mouvements contre les oléoducs en Colombie-Britannique.
Alors, ça, c'est une nouvelle réalité du monde post-11 septembre, de guerre de terroristes, qu'on voit déjà au Canada au moins 3 fois que des lois antiterroristes ont été activées pour réprimer des mouvements sociaux pacifiques, non violents. Alors, il y avait cet élément-là. Un prochain élément, c'était qu'on se sentait trahi pour ce qu'on a fait ici, par le gouvernement, par la police et la ville de Montréal. Il y a un expert ici qui s'appelle Michael Arruda, que j'aimerais bien qu'il vienne nous parler du sujet, mais à moins de faire ça, je vais parler moi-même. Il est au World Trade Center, au bord de la rue, on l'a vu rentrer. Ah, il s'est caché, c'est dommage. Il n'y a pas de police ici, il ne peut pas te le faire. Ah, je suis d'accord. Anyway, là, juste un petit... là, après ça, je pense qu'on va au Squat Overdale, l'ancien Squat Overdale. On essaierait avant, mais OK, éventuellement, on arrive au Squat Overdale. Puis eux, ils vont vous raconter une histoire de collaboration avec la ville et la police, de s'entraider, de négocier pour arriver à des buts politiques. Mais on va entendre que finalement, dans cette collaboration avec la police s'était tellement mêlée, on fait tellement de demandes pour eux, de certaines choses pour la sécurité, pour la protection contre le feu, de nanana, ils ont empilé des trucs sur eux pour éventuellement être capables de les évincer, de la squat Préfontaine plus tard. Et ils ont fait pas mal la même stratégie avec Occupons Montréal. Ils avaient les inspecteurs de pompiers, inspecteurs de feu ici, ils trouvaient plein de petites choses qui n'allaient pas, qui n'étaient pas sécuritaires dans leurs opinions. Mais le problème, c'est qu'on les a toutes réglées. À chaque chose qu'ils ont amené, qu'ils disent « Oh, vous ne pouvez pas faire ça ici », on a réglé le problème. Moi, je suis fier de ça. Mais ils devraient trouver quelque chose pour nous faire évincer. Il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas vraiment de problème ici. C'était un des histoires avec Occupons Montréal. C'est qu'il n'y avait pas de grands problèmes sur le site pendant ces 6 semaines. Il y avait quelques-uns, on s'entend. Mais c'était pas assez vraiment pour nous stigmatiser et pour nous évincer. Alors finalement, une grande chose, c'est qu'ils voulaient qu'on enlève nos abris en bois qu'on a construits. Il y avait des gens qui ont construit des belles habitations en bois ici sur la place du Peuple. La police nous a demandé de les enlever. OK, on a pris une décision là-dessus et on a commencé à les enlever. Le jour après qu'on a fini de les enlever, ces abris de bois-là, on a reçu le message de la ville, on veut que vous partez. On n'était pas très contents dans cette décision-là, mais voilà, on a refusé le demande de partir, mais c'était clair qu'ils allaient nous évincer dans quelques jours. Mais nous, ça nous intéressait pas trop de s'en soucier de ça. Nous, on voulait passer à la prochaine étape. On avait quand même beaucoup de positivité à ce point-là pendant le mouvement. On voulait passer à d'autres choses, on voulait organiser d'autres choses. Alors cet évincement, ça ne nous dérangeait pas autant que ça. Et même la soirée même, avant l'évincement, après de longs débats, on a pris la décision qu'on allait partir nous-mêmes, tout seul, de notre propre volonté. Et on a communiqué cette décision-là à la ville. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Le lendemain matin, ils ont quand même venu tout évincer tout le monde, tout détruire notre kit, quand on a dit qu'on allait partir. Pourquoi qu'ils ont fait ça? On ne sait pas. Mais une théorie, c'est qu'ils étaient conscients qu'on voulait passer à d'autres choses. Et ils ont vu une opportunité. Hey, peut-être qu'on devrait détruire leur kit. Et c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait un grand show dans les médias de dire « Oh non, on a protégé leur kit, on va le retourner, nanana ». Ils nous ont retourné un gros tas de merde, de tentes et de bâches et de rien.
Mais tout ce qui était nos affaires importantes, tout ce qu'il y avait dans la cuisine, tout ce qui avait des choses médias, beaucoup d'outils, beaucoup de choses très importantes, disparu. Ça, c'est le art matériel canadien. Ça, c'est moi, avec Louis. Ça, après moi, le reste ici, il n'y a pas de personne avec. C'est bon plan. Il n'y a pas de personne à protéger. Pourquoi protéger? Pour qui? Tout le monde demande. C'est toutes les affaires. Laisse l'argent. Moi, je reste tranquillement. C'est pas des complexes, c'est pas nécessaire à protéger. La police ne travaille pas, c'est pas nécessaire. C'est pas place, moi je reste ici 2-3 ans. Jamais une personne attaque. 5 pièces ou 10 000 pièces. On était pas mal en sécurité ici, je trouvais. Je pense que les gens qui étaient ici étaient plus en sécurité parmi nous à Montréal qui auraient dû être ailleurs. Ouais. Anyway, là, alors, à l'éviction, excuse, je vais aller un peu plus vite. À l'éviction, il y avait quand même une douzaine de personnes qui se sont fait arrêter, des gens courageux qui se sont enchaînés à notre cuisine ici. Puis il y a une petite chose un peu intéressante que je veux vous raconter là-dedans. C'était une des premières fois de ce que je connais que des gens se sont fait arrêter pour une manifestation, puis ils ont reçu des empreintes UV. Je sais pas comment trop dire ça en français, c'est les genres de trucs que si on entre dans un club ou quelque chose, ils te donnent un truc sur ton main qu'on peut seulement voir sous le UV light. Ultraviolet, voilà. Alors, ils ont donné ça un genre de marque invisible sur toutes les gens qui se sont fait arrêter, pour qu'ils pourraient identifier ces gens-là peut-être plus tard. Et c'était très controversé. On a eu des visites d'avocats et même les médias de masse nous ont invités pour parler de ce sujet-là. Pourquoi on s'est fait marquer comme ça. Et après que ça s'est passé dans les médias de masse, on n'a rien plus entendu de ça. De ce que je connais, ça ne s'est jamais reproduit dans une manifestation à Montréal. Pourquoi qu'ils ont arrêté de faire ça? Je suis plutôt content, mais ils ont quand même arrêté. Et on a des nouvelles maintenant de Londres. En Angleterre, maintenant, la police demande le droit de mettre de l'encre ultraviolet dans les canons d'eau. Que quand ils arrosent les manifestants, ils peuvent les identifier plus tard. Et c'est quelque chose de très controversé en Angleterre maintenant. Mais ils ont arrêté de faire ça ici, mais pensez donc que c'est quelque chose qui pourrait être ramené plus tard. Anyway, il y a plusieurs choses que j'aimerais vous dire là au même sujet. Et j'ai passé des grands sujets un peu trop vite, mais voilà, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. On est... Oui, bien en fait, on enchaînerait avec la présentation du Squat Overdale qu'on devait voir comme physiquement, mais on va raccourcir un peu la marche vu que le temps file. Donc, le Squat Overdale, en fait, qui était situé au coin de René Lévesque, entre Bishop et Mackay, de ce qu'on m'a dit, je n'étais pas présente. Donc, en fait, c'est sûr que depuis Occupy, il y a eu d'autres occupations, admettons si on pense à Aquila-Ville, qui réclamait du logement social dans Saint-Henri. Mais c'est ça, sinon, ça faisait quelques années qu'on n'avait pas eu d'occupation d'envergure, on va dire, à Montréal. Là, mais c'est sûr que tout le monde, vous avez entendu parler dans le paysage québécois de plusieurs squats qui ont eu lieu à travers les années. On a décidé de se pencher plus sur celui du squat Overdale parce que, entre autres, c'est un moment où il y a eu beaucoup de Sylvie Fichet et de Alain Filtré aussi, donc qui étaient présents parmi les gens qui ont répondu à l'appel du comité des sans-emploi de Montréal le 27 juillet 2001 pour commencer à occuper cette bâtisse-là. Et
En fait, c'est ça, je suis pas la meilleure personne pour en parler, là, je voulais juste vous faire l'introduction, mais il y a Jennifer Bobette, en fait, qui était un peu présente au Squat Overdale, mais aussi à celui de Préfontaine. Si tu voulais juste nous dire quelques mots, en fait, sur comment ça s'était passé, le processus d'éviction, en fait. OK. Ça remonte vraiment loin dans ma mémoire parce que moi, dans le temps du Squat Overdale, j'avais 13 ans. Fait que la manière, c'était pendant le maire, dans ce temps-là, c'était le maire Bourque. Puis en fait, comme c'était expliqué, c'était une genre de maléfaction. On allait ouvrir un squat. Le squat il était vraiment insalubre. Il a été déclaré directement insalubre par la ville. Puis c'est là que, en fait, le maire Bourque nous a proposé une relocalisation au squat Préfontaine, qui était un immense squat d'à peu près 7 étages de haut. Il y avait à peu près 150 chambres. C'était situé coin Préfontaine et Sherbrooke. Et puis, c'était en plein milieu de l'été. Ce squat-là, il a été vraiment intéressant parce qu'on s'est ramassé, c'est un squat ouvert, évidemment. Donc, on s'est ramassé toutes sortes de plein de monde différents. Autant des punks à chiens que des peintres, que des artistes de cirque, que des vidéastes, des junkies. En tout cas, c'était vraiment... Ça a été super intéressant de voir comment que tout ce genre de monde-là peut vivre en communauté ensemble, que c'est très possible. Et puis, je dirais que les 2-3 premières semaines, ça s'est passé assez relax. On organisait les lieux, on avait une chèvre, on avait des poules. Il y avait un comité qui s'occupait justement pour que le squat roule bien. Tout ça passait super bien, puis au bout de 3 semaines à peu près, c'est là qu'on a commencé à avoir des problèmes avec la ville. Ils ont commencé à envoyer leurs inspecteurs municipaux pour venir évaluer les lieux. On avait fait des genres de cloisons un peu à la DIY pour séparer les chambres pour que les personnes aient un peu d'intimité. Ils voulaient fermer, ils voulaient qu'on défasse toutes les cloisons, les mezzanines qu'on avait faites. Ça a commencé comme ça, fait qu'on a eu une partie du rez-de-chaussée qui a été fermée. Après, c'est les flics qui débarquaient avec des calls. On a reçu un appel d'alerte à la bombe dans votre squat, donc il faut venir voir. Ils utilisaient tout le temps des excuses pour venir dans notre maison, dans notre chez nous. C'était vraiment dur, c'est devenu de plus en plus répressif. Les inspecteurs municipaux qui reviennent, qui calculent, qui disent que l'inclinaison du mur est penchée de 30 degrés, puis que ça peut faire effondrer le building, puis que c'est dangereux pour notre sécurité. Il y a eu un gros travail de désinformation de la part des médias de masse. Moi, je vais toujours me rappeler, on organisait des journées portes ouvertes au public pour inviter la population à venir découvrir le squat, à faire des activités avec eux. Et puis, à une de ces journées portes ouvertes-là, il y a eu 3 policiers qui étaient en undercover avec des caméras cachées, qui ont été filmer les quelques places qui étaient délabrées dans le squat. Il n'y en avait pas beaucoup, puis c'est une partie qui était déjà dans cet état-là quand on est arrivé sur les lieux. Donc, eux autres, ils sont rentrés là en infiltré, ils ont filmé ça, et puis après, ils ont donné ça aux médias de masse pour dire que tout le squat ressemblait à ça. Donc, les médias de masse, les gros titres, c'était que le squat Préfontaine était juste trop un trou à rats, puis là, le maire Tremblay en a profité pour rentrer dedans à Bourg parce que la campagne électorale s'en venait. Fait que là, lui, il en a profité. Puis finalement, en septembre, on s'est fait réveiller à 7 h le matin par à peu près 200 anti-émeutes qui ont défoncé les portes, qui nous ont traînés de force, qui nous ont sortis de nos lits. Il y en a du monde qui était en bobette, il y a du monde qui était tout nu, ils s'en colissaient, ils prenaient le monde, puis tout le monde était expulsé, toutes nos affaires, on n'a jamais pu les récupérer. On a essayé de résister du mieux qu'on pouvait, mais on était vraiment en minorité. Fait que c'est un peu
qu'est-ce qui s'est passé par rapport à de la répression et au squat Préfontaine. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dû faire, c'est commencer à négocier avec eux, parce que c'est à partir du moment qu'on a commencé à négocier avec la ville que là, on s'est complètement fait fourrer, que là, ça n'a pas arrêté les inspecteurs municipaux, les pompiers, toute la gamique. Fait que, mais ça a été une super belle expérience qu'on devrait refaire, parce que des bâtisses abandonnées, il y en a partout, puis